Ce qu'il s'agit ici de remarquer, c'est qu'en masquant ces prémices fausses grâce à des perspectives bien isolées qui confèrent au système un semblant de consistance logique, ces théories fallacieuses se diffusent sous couvert de pragmatisme et de rationalité. En effet, l'isolation psychique mène à focaliser l'attention sur un espace-temps particulièrement circonscrit. Et par ce procédé, elle engendre des faux raisonnements qui semblent vrais dès lors qu'ils sont considérés de manière isolée. Par exemple, les thérapies brèves soutiennent l'illusion de leur efficacité en étant considérées sur un temps délimité et sur un espace également restreint, soit sur un symptôme particulier. Mais en excluant de considérer le déplacement du symptôme, tout comme son retour dans le temps, nous pouvons voir comment ces perspectives bornées engendrent des fausses théories et ainsi des faux traitements. Ainsi, la remarquable organisation de cette névrose de la raison engendre une confusion épistémologique. Et en érigeant discrètement des illusions au rang de véritables théories, elle produit des fausses solutions dont les conséquences absurdes et destructrices dépassent largement le champ de la santé. En effet, en dégageant la structure fallacieuse de ces systèmes erronés qui désorientent littéralement la fonction des institutions médico-sociales, nous pouvons alors nous rendre compte de leur influence au niveau politique, économique et surtout, la thématique est d'actualité, écologique. Ces fausses solutions qui se soutiennent sur des perspectives isolées n'engendrent-elles pas d'autant plus de confusion et de destruction qu'elles donnent précisément l'illusion d'être rationnelles ? Grâce au biais logique que permettent ces mécanismes de défense, la névrose obsessionnelle déploie son fonctionnement mortifère au nom de la méthode et du bon sens. Mais par cette isolation sur laquelle elle peut soutenir ses fausses théories, elle produit à son insu des divisions. Elle engendre des guerres de chapelle idéologiques. Des guerres de religion aux guerres dogmatiques qui corrompent tout autant les milieux politiques que scientifiques, cette névrose de la pensée nourrit des systèmes doctrinaires qui s'opposent aveuglément en fonction des différentes formations réactionnelles qui les composent. Malgré l'apparence d'hétérogénéité de ces phénomènes, la clinique nous aide à dégager la structure psychique qui s'y représente, notamment à travers l'oscillation du rapport à la demande que fixe le stade anal. Entre la soumission assujettissante à la demande et son opposition obstinée, la névrose de contrainte produit des systématisations opposées qui vacillent entre la soumission infantile et le refus de l'autorité, entre l'autoritarisme et le laxisme, entre la contrainte et le fantasme d'une liberté absolue. Dans le milieu psychanalytique, par exemple, cette névrose de la croyance et du doute se représente tout autant dans cette tendance qui dévoie la psychanalyse dans une forme de rigidité ritualisée que dans celle qui la désoriente dans la voie d'un rejet de la technique et de l'autorité. Entre ces dispositions qui figent et asphyxient la théorie psychanalytique en une forme de religion et celles qui refusent la méthode dans une quête obtuse d'autonomie, nous pouvons reconnaître l'ambivalence dans laquelle le névrosé obsessionnel s'épuise à lutter contre sa propre tendance. Et le comble de ces deux positions infantiles qui ne cessent de s'opposer par idéologie interposée, c'est qu'elles se diffusent et se renforcent au nom de la castration symbolique. Tantôt en mettant en avant la soumission à la demande comme une forme de reconnaissance des limites, tantôt en revendiquant l'opposition catégorique comme une forme du respect du désir et de la subjectivité.